Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Bonsoir à tous. Visite de travail en France du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a visité ce vendredi matin le musée du Quai Branly à Paris, occasion pour lui de s'imprégner de l'état de conservation du tambour-parleur à Tchang qui s'y trouve. Ce tambour important pour les ébriers qui sera restitué bientôt à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire et Sainte-Lucie établissent des relations diplomatiques à la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York. Les deux ministres des Affaires étrangères ont signé le document qui scelle cet engagement. Sainte-Lucie est une île de 180 000 habitants située dans les Caraïbes. Et puis l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville effectue depuis quelques jours une série d'interventions chirurgicales. Les enfants atteints de sténose caustique seront opérés, une maladie liée à l'endommagement du tube œsophagien. Ils pourront désormais s'alimenter correctement. Au total, 85 enfants ont déjà bénéficié de cette action sociale. Après 48 heures, le ciel est dégagé, les vols ont repris. Les syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA lèvent le mot d'ordre de grève ce samedi, mais pour une durée de 10 jours. Ils précisent que c'est un délai pour la suite des négociations. Nos cultures ont de l'avenir. C'est le thème qu'a choisi l'Institut français pour sa rentrée 2022-2023. Mais cela sonne comme une interpellation. Tout faire pour éviter la mort de la production culturelle, tout faire pour que vive notre riche et belle culture. L'Institut français, qui célèbre aussi son cinquantenaire cette année, a justement prévu de faire vivre la culture avec une année culturelle pleine des arts visuels, la musique, en passant par la littérature et les arts de la scène. On en parle dans la page culture. L'invité, c'est le directeur délégué de l'Institut français, M. Jean Mathieu. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous venez de prendre fonction en Côte d'Ivoire il y a seulement quelques jours. Fotamana, Akwaba, bienvenue. Alors, comment ça se passe déjà? Écoutez, ça se passe formidablement bien. Le Akwaba, je m'en suis rendu compte, n'est pas qu'un mot dans la bouche des Ivoiriens, c'est aussi un mode de vie. Et j'ai vraiment été particulièrement bien accueilli, que ce soit par mes collègues ou les artistes, les partenaires du monde de la culture et tous les gens que je croise au quotidien. Donc vraiment, je me sens déjà un peu chez moi en Côte d'Ivoire grâce à vous. D'accord. Alors, on vous retrouve dans la page culture, c'est dans quelques minutes seulement. On va juste faire le tour de l'actualité et on se retrouve. La coopération parlementaire Côte d'Ivoire-France se poursuit avec la visite du président de l'Assemblée nationale à Paris. Adama Bictogo a visité le musée du Quai Branly à Paris, dans la capitale française. Il s'est particulièrement intéressé à l'état de conservation du tambour-parleur à Tchang, ce tam-tam important qui sera bientôt restitué à la Côte d'Ivoire. On voit le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Herman Guivet. Musée du Quai Branly à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, et sa délégation ont le rythme rapide. Au menu de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue en France, une visite du musée du Quai Branly que l'on pourrait également qualifier de sanctuaire, tant l'endroit regorge de reliques, pièces traditionnelles et autres symboles de traditions africaines exposés au regard des curieux. Chacune de ces œuvres porte une histoire, l'histoire d'un peuple, d'une civilisation. Chaque œuvre d'art exposée a son pesant de mystère, des bijoux dorés aux amulettes marquées ou masques sacrés. Chacune de ces pièces semble parler. Seuls des initiés pourraient entendre et comprendre. L'histoire de chaque œuvre d'art est savamment expliquée au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à sa délégation dans les moindres détails. Au cœur de toute cette richesse culturelle repose le Djidji Ayokwe, le tambour-parleur ébrié, récupéré par l'administration coloniale en 1916. Cet objet du patrimoine culturel ivoirien doit bientôt être restitué à la Côte d'Ivoire. Très heureux de présenter le musée au président de l'Assemblée nationale qui ne l'avait pas encore eu la chance de le voir, à la fois dans sa composante de présentation. Également, on a fait un petit tour du plateau, en particulier de la zone Afrique. Et puis également, nous sommes allés en réserve dans la muséothèque pour voir le tambour qui fait l'objet de la demande. C'est vrai que nous avons découvert la richesse africaine au plan culturel, mais en même temps, ceci nous a permis de découvrir notre tambour qui fait l'objet donc d'une restitution. Mais il faut aussi dire que tout ceci dépend de la loi cadre qui va être votée parce que, comme vous le savez, lorsque les biens appartiennent à l'État,
leur restitution relève donc d'une loi. Dans les visites que nous avons pu effectuer auprès donc, du Sénat et de l'Assemblée nationale de France, nous avons donc évoqué ce point. Ce tambour fait juste l'objet de procédures administratives, mais surtout est dans l'attente donc du vote de la loi. Mais nous souhaitons que le vote de la loi soit donc revisité à l'effet d'introduire plusieurs objets ivoiriens que nous attendons en Côte d'Ivoire. Le tambour-parleur est gigantesque si le temps et les agressions naturelles semblent avoir déjà eu raison de certains pans du tambour. Il garde cependant toute sa majesté. La Côte d'Ivoire qui s'ouvre aussi à d'autres pays du monde, des relations diplomatiques établies avec Sainte-Lucie, un pays de l'Est des Caraïbes. Ce sont les deux ministres des Affaires étrangères qui ont signé le document établissement la coopération. Michel Digri. Indépendant depuis 1979, l'État de Sainte-Lucie écrit les premières pages de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Et c'est son ministre des Affaires étrangères, Alva Baptiste, qui a paraphé les documents qui établissent les relations diplomatiques entre les deux pays. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, la ministre Kandia Camara a salué cet acte qui ouvre la porte à une coopération bilatérale fructueuse entre deux pays et deux peuples qui ont des similitudes sur le plan social et culturel. Située sur le bord oriental de la mer des Caraïbes, Sainte-Lucie fait partie des îles du Vent. Après cette cérémonie de signature, la ministre Kandia Camara a pris part à la réunion ministérielle des États africains qui ont en partage l'Atlantique. Face aux menaces terroristes, à la piraterie maritime, aux crimes transnationaux, ces pays ont décidé de fédérer leurs énergies. Si nous voulons régler ces problèmes, chaque pays doit prendre des initiatives. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, pour matérialiser nos engagements, nous abritons aujourd'hui les sièges du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO, et nous avons créé une académie internationale de lutte contre le terrorisme, une académie au service de toute l'Afrique. Les défis sont réels, nous les vivons présentement, et c'est maintenant que nous devons prendre des décisions si nous voulons très rapidement trouver des solutions. Il a été également décidé d'arrêter au plus tôt la liste du secrétariat permanent afin de proposer très rapidement un plan d'action et un chronogramme d'exécution. Les compositions du concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle ont démarré ce samedi. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est rendu au CBCG de Cocody. C'est là-bas que Kofi Nguessan a procédé au lancement officiel des compositions. Les candidats sont évalués dans 63 centres à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Serge Pacom, Didi, Aboussanogo. Ils sont au total 21 319 candidats sur l'ensemble du territoire national qui composent depuis ce samedi pour la session 2022 du concours d'entrée dans les structures publiques de la formation professionnelle. Ces candidats sont répartis en fonction de leur niveau d'études dans différents domaines. Certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet de technicien industriel et tertiaire, BT, BTS et année préparatoire au BTS. Les compositions ont débuté par l'épreuve de français. Je suis venue ici pour composer en BTS tertiaire. Les épreuves sont accessibles. C'est plutôt simple. N'importe qui peut bien comprendre. Je compose en BTS tertiaire. Précisément, je fais la filière logistique. Les épreuves sont abordables. J'ai atteint un bon résultat. Je suis candidate pour concours CAP. On étudie, donc on trouve que les épreuves sont bonnes. Donc je souhaite bonne chance à tous les candidats. Les mathématiques et l'anglais sont les autres épreuves du concours. Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu dans le centre de bureautique de communication et de gestion de Cocody, CBCG, pour le lancement officiel du concours. Nous allons recruter le maximum possible de candidats pour les former dans de bonnes conditions et faire en sorte que notre pays puisse avoir des ouvriers qualifiés pour son secteur industriel, pour tous les secteurs aujourd'hui qui sont en vogue et qui marchent très, très bien. C'est de rassurer les candidats. Les choix qu'ils ont opérés eux-mêmes seront relativement respectés en fonction des quotas et du nombre de places disponibles dans nos centres de formation et dans nos lycées professionnels. Ce sont 16 centres dans la ville d'Abidjan et 47 à l'intérieur du pays
qui accueille les candidats, au nombre de 7 268 pour les jeunes filles et 14 051 pour les jeunes gens. C'est le lundi 3 octobre prochain que les résultats seront connus. Et le mot d'ordre de grève est suspendu. Les activités reprennent ce samedi même dans les aéroports après une grève des contrôleurs aériens, une reprise du travail pour 10 jours seulement. Les syndicats disent vouloir donner une chance aux négociations. Abou Sanogo. Considérant l'implication personnelle de son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre, sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait la promesse ferme de porter les préoccupations des contrôleurs aériens au niveau qui convient. Considérant la séance de négociation entre le secrétaire général exécutif de l'USICA, l'Union des syndicats de contrôleurs aériens de la SECNA, le ministre des Transports du Sénégal et monsieur le directeur général de la SECNA et les conclusions qui en ont résulté, ainsi que l'engagement de certaines autorités des différents pays membres de la SECNA, considérant l'ampleur de l'impact du mouvement de grève en cours sur l'économie de nos États et les activités des usagers de l'air désorientés par des communiqués trompeurs. Vu le niveau de responsabilité qui a toujours caractérisé le corps des contrôleurs de la circulation aérienne, le bureau exécutif de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA salue la mobilisation historique des contrôleurs aériens dans tous les centres de contrôle de la SECNA pour la défense de leurs intérêts et la réhabilitation du prestige et de la noblesse de leur métier. Décide. Le préavis de grève est réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu pour une durée de 10 jours à compter de ce jour samedi 24 septembre 2022. Les services de la circulation aérienne seront fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par la SECNA à compter de ce jour samedi 24 septembre 2022 à 12h temps universel. Cette nouvelle suspension est consentie par le contrôleur aérien de la SECNA, donner une fois de plus une chance au dialogue en vue de la satisfaction de leur plateforme revendicative en 8 points. Allons au nord du pays, moderniser la filière karité et rendre le produit encore plus compétitif sur le marché international. La question était au centre d'une rencontre à Korogo, une initiative de la primature dans le cadre du projet de valorisation et de transformation. Les acteurs agro-industriels ont relevé les problèmes de leur secteur et ébauché des solutions. On le voit avec Ami Sissoko. Ils sont venus de Boundiali, Katiola, Tortière et de bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire à Korogo à l'invitation du PC7, le projet des chaînes de valeur pour l'emploi et la transformation économique. Eux, ce sont les acteurs du karité. La rencontre de Korogo qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2022 était un atelier visant à restituer les conclusions d'une mission conduite par le PC7 entre avril et août 2022 auprès des acteurs pour faire l'état des lieux de la filière et mettre en place des solutions pour son développement. On a une chaîne de valeur du karité en Côte d'Ivoire qui est au niveau de la transformation dominée par des usines qui sont artisanales ou semi-artisanales. Donc l'objectif c'est d'appuyer les femmes qui travaillent dans ces usines pour rendre les conditions de travail un peu plus agréables et moins dures, mais aussi et surtout de voir, dans la mesure du possible, d'avoir des unités de transformation industrielle modernes et qui peuvent réellement tirer toute la chaîne de valeur avec la valorisation de tous les produits. Avec 250 000 tonnes produites par an, la Côte d'Ivoire est 5e productrice mondiale du beurre de karité. Malgré ce rang, la filière karité, principalement animée par les femmes, évolue encore dans l'informel et doit faire face à de nombreux défis. Cette mission du PC7 et les perspectives qu'elle ouvre est donc pour les 150 000 principales actrices de la filière un véritable soulagement. Nous espérons que cette initiative va aboutir à de belles réformes qui vont permettre à nos mamans d'améliorer leurs conditions de vie. C'est une bonne chose que le président veut nous aider. En tout cas, vraiment, il voit dans nos souffrances de ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain, mais au moins il sait la souffrance des femmes. Financé à hauteur de 109 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, avec les 21 milliards de francs CFA qui lui sont consacrés, le karité ivoirien devrait d'ici 2028 être plus compétitif sur le marché international. Et voyons cette action de haute portée sociale de l'hôpital Mère-Enfant, Dominique Ouattara de Benjerville et l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Il est effectué depuis quelques jours une série d'interventions chirurgicales pour guérir des enfants atteints de sténose caustique de l'œsophage. Cette maladie causée par la consommation accidentelle d'un produit corrosif les empêche de s'alimenter correctement. C'est la 6e mission en cours. Depuis 2020, 85 enfants en ont bénéficié. Les détails avec Mahama Traoré.
21 enfants sont pris en charge pour cette 6e mission des sténoscostiques de l'œsophage. Tour à tour, ils subissent des interventions chirurgicales, des opérations censées réparer leur œsophage endommagé suite à l'ingestion accidentelle de produits corrosifs. Dans les chambres des enfants déjà sortis des blocs opératoires, il y a comme un air de soulagement. En tout cas, nous sommes dans la joie, nous les mamans, parce que tous les enfants qui sont passés au bloc, en tout cas, tout le monde est sorti sain et sauf, sans problème, sans difficulté. En tout cas, nous les disons vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'ils ont fait la dilatation. Ça va mieux par la grâce de Dieu, ça va. Les cas traités dans le cadre de cette mission le sont gratuitement grâce à un partenariat humanitaire entre l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Depuis 3 ans, les 2 entités ont pu ainsi traiter 85 enfants victimes de sténoscostiques. Pour l'hôpital créé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, c'est un défi relevé. Nous pouvons dire que le bilan est plus que positif pour nous. Sur les 85 patients qui ont été opérés, nous avons 100% de réussite. Aujourd'hui, nos chirurgiens arrivent à opérer seuls ces patients. Donc, ça veut dire que nous avons eu un bon transfert de compétences. Ce programme-là, normalement, est une durée de 3 ans, donc il se termine là en décembre 2022. Nous avons prévu de faire une phase 2 qui va prendre la suite de ce projet. Dans le cadre de ce projet-là, nous visons 120 enfants qui sont pris en charge de manière médicale. Mais attention, ces 120 enfants répartis entre la Côte d'Ivoire et le Mali, donc théoriquement 60-60. Lutter contre la sténoscostique, c'est aussi la prévenir en sensibilisant, surtout sur l'usage des produits corrosifs par les artisans et les ménages. Voici ce que préconise la Croix-Rouge à cet effet. On demande aux parents de ranger ces produits-là hors de portée des enfants, de mettre dans un endroit où les enfants n'auront pas accès et de ne pas transvaser dans des récipients qu'on utilise souvent pour l'alimentation en fait. Il y a cette crise sanitaire mondiale, un mot de la lutte contre la Covid-19, une pandémie encore active. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 6 nouveaux cas de Covid-19, 19 guéris et 0 décès. À la date du 24 septembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 129 cas confirmés, dont 86 253 personnes guéries, 823 décès et 53 cas actifs. Au total, 18 717 529 doses administrées contre la Covid-19. Et dans l'actualité politique ce soir, préparatif des élections à venir, la CEI renouvelle les commissions locales. Le superviseur Émilie Brottier s'est rendu dans les régions de l'Indénié-Douablin, du Moronou et de l'Ifou. Herman Yamien nous apprend que ces élections se sont bien déroulées. Après les départements de Bétié et d'Anibile-Kourou, le superviseur de la commission électorale indépendante CEI pour les régions de l'Indénié-Douablin, du Moronou et de l'Ifou est à Bengourou pour le renouvellement du bureau de la commission locale de cette institution. La CEI prépare ainsi les échéances électorales à venir. La commission centrale qui est composée de 16 membres, et cette commission centrale-là connaît ce démembrement dans les régions, les communes et les sous-préfectures. Et à cet effet, nous installons des commissions et ils élisent un bureau. Et ce sont eux qui sont chargés d'organiser les élections dans leur localité. À l'issue de cette élection des membres de la commission locale qui a enregistré des représentants des différents partis politiques significatifs du pays, le porte-parole de la CEI s'est dit satisfait du climat qui a prévalu. Ce qui a prévalu, c'est le climat de paix, de cohésion, et c'est ce que nous souhaitons aussi bien pour les élections que nous allons faire dans les autres villes, mais aussi bien au niveau des élections au niveau national. Après la région de l'Indénié-Douablin, le premier secrétaire permanent adjoint de la CEI s'est rendu dans les régions de l'Ifou et du Moronou pour procéder également au renouvellement des commissions locales de ces régions. Les résultats de ces différents votes qui n'ont pas été communiqués sur place seront transmis à la commission centrale de la CEI à Abidjan. Et le secrétaire départemental RHDP de Ougoudou, dans la sous-préfecture de Divo, mobilise les militants. Ali Badra Konaté est en tournée dans les différentes sections. Il appelle à poursuivre l'implantation du parti. Abou Sanogo.
Le secrétaire départemental RHDP de Ogoudou et Chiepo dans la sous-préfecture de Divo en tournée de remobilisation à Blé et à Hermankono Garo. Ali Badara Konate, conseiller économique et social, s'est entretenu avec les secrétaires de section de la zone de Ogoudou 2. Il les a invités à investir le terrain, puis s'est félicité des réalisations du président de la République Alassane Ouattara, président du RHDP. Et ensemble, nous nous sommes mis d'accord sur les stratégies pour mieux vendre le RHDP dans la zone de Ogoudou, afin que lors des élections locales de 2023, le RHDP puisse garder tous les postes que nous avons acquis. Autre étape, Hermankono Garo, où l'émissaire du RHDP a présidé une journée du vivre ensemble, organisée par la délégation RHDP de la zone d'Ogoudou 1. Une activité qui a connu un succès franc, eu égard à l'engouement et à la mobilisation. Ali Badara Konate a exhorté les participants à la cohésion et à la tolérance. C'est la finale du tournoi de la cohésion Amadou Gon Coulibaly, doté du trophée Alassane Ouattara, qui a opposé l'équipe de Hermankono Garo à celle de Kwame Kro, remportée par Hermankono Garo, suivie de la remise des kits scolaires aux enfants de familles vulnérables, qui a bouclé la tournée du secrétaire départemental RHDP de Ogoudou 2. Un nouveau parti politique est né, c'est le colloque des peuples sur la démocratie en Afrique. Konan Kwadjo Siméon est le président de cette nouvelle formation politique. Il entend œuvrer à la paix sur le continent en mettant en valeur les richesses culturelles africaines. Éric Goré. Parés de leurs plus beaux bijoux et habillés en tenue traditionnelle africaine, les membres du colloque des peuples sur la démocratie en Afrique valorisent ainsi la culture africaine en ce jour de leur présentation officielle à la presse. Ce parti politique ivoirien entend s'investir dans la recherche de la paix sur tout le continent africain, avec l'aide de Dieu, selon le premier responsable, Kwadjo Konan Siméon. Lui et son équipe sont déterminés et engagés à réussir cette mission en s'appuyant sur l'expérience de certains pays européens. Ils veulent côtoyer tous les chefs d'État africains. Nous avons estimé qu'il était bon donc de convoquer un colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique pour analyser, diagnostiquer et proposer la thérapie qui sauve. Désormais, le colloque des peuples sur la démocratie en Afrique, le COPADA, est sur la liste des partis politiques ivoiriens. Son credo, la paix en Afrique et en Côte d'Ivoire. En sport football, les éléphants comblent la fenêtre FIFA par des matchs amicaux. Ils se sont imposés cet après-midi face aux éperviers du Togo. 2-1, les pachydermes ont réussi cette première rencontre avant de croiser la Guinée le mardi. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Risso. 4 ans après leur dernière confrontation soldée par un match nul 2-2, les éléphants de Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo se retrouvent à nouveau pour le compte des matchs amicaux. Une rencontre globalement dominée par les pachydermes qui ne se montrent pas pour autant dangereux, à l'image de la tentative de Seko Fofana. Puis, c'est au tour de Wilfried Zaha de se mettre en évidence, mais son centre ne trouve pas de preneur. 0-0 à la mi-temps. La pause est salutaire pour les poulains de Jean-Louis Gasset qui reviennent galvanisés. Très en vue dans ce match, Seko Fofana profite d'un bon service de Jean-Philippe Bamin pour montrer la voie du succès. L'affaire est bien embarquée pour les éléphants qui ne laissent pas retomber la pression et sont récompensés par un pénalty transformé par Franck Kessié, le spécialiste dans cet exercice. À 2-0, les coéquipiers de Franck Kessié croient tenir la victoire, mais se font surprendre avec la réduction du score signé Karim Derman. 2-1, score final. La Côte d'Ivoire s'est fait peur, mais s'en sort avec le gain du match en attendant le prochain match amical face à la Guinée, prévu ce mardi 27 septembre à Amiens. Et dans le royaume chérifien, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc a célébré à Rabat le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Idrissa Traoré s'est réjoui des liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays. Il a par ailleurs salué les actions de développement du président de la République et invité les opérateurs économiques marocains à investir en Côte d'Ivoire. Envoyés spéciaux Issa Thionayeo et Fernand Conan. Rabat, résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Exécution des hymnes nationaux du royaume chérifien et de la Côte d'Ivoire pour marquer l'événement.
Cette célébration de l'indépendance ivoirienne post-Covid en terre marocaine est l'occasion pour l'ambassadeur Idrissa Traoré de rappeler les liens séculaires entre les deux pays. Pour ces retrouvailles, l'ambassadeur met en avant les prouesses économiques réalisées ces dernières années sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se porte bien et ambitionne de devenir à la fois un pays producteur et transformateur de produits agricoles dont elle reste un grand fournisseur en Afrique et dans le monde. Notre pays sera d'ici 2023 un important producteur de pétrole, avec la découverte de 2 grands gisements de pétrole et de gaz naturel baptisés Baleine. La Côte d'Ivoire est un pays attractif. Pour ce faire, Idrissa Traoré invite les opérateurs économiques à venir y investir. Les opportunités d'investissement existent. Les opérateurs économiques marocains en Côte d'Ivoire peuvent en témoigner. Eux qui sont présents à la tête d'importants et florissants projets dans divers secteurs d'activité, notamment le BTP, l'industrie, les mines, l'énergie, les finances, les assurances, le tourisme et les services. La culture est présente au cours de cette célébration avec le Zaouli, patrimoine immatériel de l'UNESCO, et de la musique. Pour l'ambassadeur Idrissa Traoré, la relation Côte d'Ivoire-Maroc est un cas d'école en matière de coopération sud-sud réussie qu'il faut célébrer à chaque instant. Et voici le chapitre consacré à la culture. La coopération se renforce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sur le plan culturel. La 4e édition de la semaine du film ivoirien a pris fin aujourd'hui à Tanger. La délégation ivoirienne est conduite par l'Office national du cinéma. Au menu de ce rendez-vous, des projections de films et des rencontres professionnelles. Serge Coléa est notre envoyé spécial. La semaine du film ivoirien au Maroc s'accorde bien avec le Festival national du film à Tanger. Réalisateurs et producteurs de Côte d'Ivoire et du Royaume chérifien trouvent l'opportunité de nouer des contacts à travers des rencontres professionnelles. Avec le Maroc, la coproduction est possible dans la mesure où nous pouvons créer des synergies par la mutualisation des compétences. Déjà, nous avons de très beaux scripts. Nous nous basons, nous les Ivoiriens, sur notre histoire, notre culture, et c'est ce que l'on veut porter. Au Maroc, ils ont aussi des valeurs que l'on partage, comme le sens de la famille et autres. Et ils ont aussi des techniciens, des personnes très bien formées qui peuvent être des supports pour la réalisation de ces films ivoiriens. Il est bien que nous puissions mutualiser nos compétences, il est bien que nous puissions découvrir l'expertise internationale. Moi, j'ai déjà bénéficié de cette expertise-là. Mon dernier projet a été entièrement monté et mixé ici. Il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est de pouvoir effectivement mettre en œuvre tous les accords culturels et particulièrement cinématographiques. Le deuxième point, dans le cadre de cette connaissance mutuelle, il faudrait que des films ivoiriens arrivent de la Côte d'Ivoire et au Maroc et vice-versa. Et le point essentiel, on va constituer un comité qui puisse se pencher sur tous ces points-là et qu'on puisse les réaliser à la prochaine occasion de rencontre. La délégation, conduite par l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, envisage des possibilités de coproduction, d'échange d'expertise et d'expérience. Comme le dit notre ministre, Mme Rubark, nous voulons faire de la Côte d'Ivoire la terre de tous les tournages. Nous avons un fonds qui permet de booster la coproduction. Et c'est dans ce sens que nous avons dit qu'il faudrait que le Maroc et la Côte d'Ivoire aillent plus loin dans leur collaboration. La semaine du film ivoirien au Maroc se tient du 18 au 24 septembre. Projection de films, rencontres avec les professionnels, échanges et masterclass avec les étudiants, meubles sur rendez-vous du cinéma ivoiro-marocain. Alors maintenant en littérature, désormais il faut compter avec l'héritage dans le monde du livre en Côte d'Ivoire. C'est un recueil de contes de 58 pages, une exhortation à la paix, à l'unité nationale et à la tolérance. Alphonse Seibi, l'auteur, a présenté l'ouvrage au public. Patricia Omouetia. Enchanté par le rêve d'une Côte d'Ivoire paisible et rassemblée, Alphonse Seibi fait son entrée dans l'arène de la littérature avec un ouvrage intitulé « L'héritage ». C'est un recueil de contes de 58 pages à travers lequel l'auteur exhorte les Ivoiriens à s'approprier les valeurs cardinales de tolérance, de dialogue et de paix. Le plus
bel héritage que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, c'est la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des contes, la manière dont les anciens ont fait pour garder l'unité nationale que nous relatons dans ce livre. Les personnalités publiques et anonymes, dont le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro-Bibalo, saluent la contribution de l'auteur à l'arrosage de la graine de l'union et de la cohésion nationale. Elle s'engage à promouvoir l'œuvre. Il faut que nous parlons tous de cohésion. Donc nous pensons que ce livre est le bienvenu. Il parle de la paix, de la cohésion sociale. Donc il faudrait que chaque chef ait ce document pour pouvoir diriger son village. Nous avons besoin de paix. La paix, c'est la première denrée pour nous permettre d'accéder au développement. C'est un message que nous devons porter partout et nous ferons fort de le faire en encourageant l'auteur, en achetant ses ouvrages et en partageant ses ouvrages autour de nous. Dans les prochains mois, Alphonse Seibi envisage sillonner les contrées du pays pour présenter son chef-d'œuvre et vulgariser le message de paix. Il prévoit également une version filmique du livre L'Héritage. Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Jean Mathieu, le nouveau directeur délégué de l'Institut français. Vous venez d'arriver depuis le mois de septembre, c'est en début de mois, mais vous avez très certainement une idée. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la production culturelle au niveau de la scène en Côte d'Ivoire ? Écoutez, depuis le 1er septembre où je suis là, je découvre vraiment avec bonheur le plus large panel possible de ce qui se fait en termes de culture et de création artistique ici. Et je dois dire que j'ai une forme de vertige, mais c'est un vertige heureux. C'est vraiment en me frottant les yeux parfois que je découvre jour après jour un dynamisme, une créativité qui me surprend au jour le jour. J'ai vu beaucoup de galeries, il y avait beaucoup de vernissages ces jours-ci à Abidjan. Et il y a vraiment une création plastique contemporaine ivoirienne qui est de très haute qualité, qui a un discours pertinent, qui dit des choses à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. Et donc c'est vraiment passionnant, mais j'ai vu aussi des choses dans le domaine du spectacle vivant. J'étais à la Côte-Cotteret des Arts à Mondoukou, où j'ai vu de la danse contemporaine par Jean-Paul Méancio. J'ai été à la Fabrique culturelle, j'ai vu du théâtre. J'ai été au Palais de la Culture voir de l'humour. Il y avait un rendez-vous autour du Petit Montreux Afrique, et c'était passionnant parce qu'on voyait là des jeunes talents ivoiriens mais de toute l'Afrique de l'Ouest, et il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'humour à Abidjan. Non, vraiment, je découvre avec passion et avec beaucoup d'enthousiasme toute cette scène culturelle et artistique, et je dois dire que vous pouvez être fiers d'avoir au jour le jour autant de produits de qualité à proposer au public. Est-ce que vous avez déjà rencontré des promoteurs culturels, des acteurs ? Oui, énormément. Alors tous ceux que j'ai cités, dans les galeries, évidemment, à Abidjan, je crois avoir vu énormément de ceux qui comptent, que ce soit la galerie Fakouri ou la galerie Guirandou. J'ai été à l'inauguration l'autre jour de l'espace Something à Blocos par Anna Alix Kofi. Et puis là, je rencontre au jour le jour le plus de partenaires que possible pour me faire connaître, c'est important, et pour qu'eux me connaissent, puisque je crois vraiment que nous avons énormément de choses à dire et à faire ensemble. Alors justement, sur ça, parlons maintenant de la saison culturelle de l'Institut français qui démarre. La rentrée, c'était le 13 septembre dernier. Quels sont les grands axes de cette rentrée 2022-2023 ? Alors, il y a d'abord un axe vraiment important et fondamental à retenir, qui est celui de l'accès. Notre action va vraiment être centrée sur la jeunesse. Et je voudrais même dire les jeunesses, finalement, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait qu'une, mais on a vraiment une volonté forte de s'adresser à elles. Nos cultures ont de l'avenir, c'est un peu notre slogan, et l'avenir, c'est la jeunesse. Que ce soit l'avenir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique ou du monde, c'est cette jeunesse. Donc on a envie d'aller vers elle, encore plus qu'avant, de lui proposer des choses, de lui proposer des programmations culturelles adaptées, et puis de cogiter avec elle sur les grands sujets du moment. Je pense notamment à l'environnement, qui sera là aussi un des gros axes de réflexion de notre programmation. Alors vous parlez de programmation culturelle qui pourrait intéresser les jeunes. Pensez à quoi exactement ? Alors ça a déjà commencé, puisqu'il y a quelques jours, le samedi 17, on
nous avons accueilli par exemple un groupe de Zouglou, Voix des Anges, et on a eu un public essentiellement jeune. Donc c'est vraiment ce type d'action évidemment que nous allons privilégier. Nous avions hier un autre type de jeunesse à écouter Jaël Bonny, qui est une chanteuse extraordinaire, une chanteuse à voix incroyable, qui a charmé vraiment l'Institut hier. Mais on souhaite vraiment développer de multiples choses. J'ai été visiter aussi à Yopougon, par exemple, le Paradise Game, et on en a envie de mener une action importante sur les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont partie prenante importante de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Et on est en lien avec le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, très ambitieux et très envieux de faire des choses dans ce domaine et de soutenir les industries culturelles, et le jeu vidéo est fondamental dans ce secteur. Et ça compte. D'accord, on va regarder le reportage de Prenela Soumo et Jean-Marc Djadji sur la rentrée culturelle et on se retrouve. Initier des spectacles de chant, séances cinéma, jeux vidéo et vernissage à l'endroit des jeunes, amateurs ou passionnés d'art. C'est l'objectif de cette nouvelle rentrée culturelle 2022-2023 de l'Institut français. Impliquer la jeunesse dans toutes les activités socio-culturelles de l'Institut, un créneau pour l'administration. Innovation pour cette année, des cafés littéraires, des séances de slam, à travers le printemps du poète et des formations au créole ivoirien, le Nouchi. Ici à l'Institut, on a un événement qui s'appelle Novembre numérique, donc dédié aux arts du numérique. Ce sera en novembre, du 16 au 19. Et on aura donc un certain nombre d'ateliers, de rencontres, de rendez-vous artistiques dédiés aussi là à la jeunesse. Pour mener à bien ce projet, un partenariat avec les écoles et universités de Côte d'Ivoire est en cours. On souhaite que notre programmation culturelle soit la plus dense possible et qu'une multitude d'activités puissent être menées cette année à l'Institut français. Nos cultures ont de l'avenir, c'est le thème de cette année culturelle. La célébration de cette rentrée à l'Institut français marque également le cinquantenaire de l'institution. Alors voilà, justement, parce que la particularité cette année, de cette saison, c'est que c'est couplé avec le cinquantenaire de l'Institut. Et l'artiste de la saison, c'est Wissam Sayek, j'espère que je prononce bien. Pourquoi vous avez choisi cet artiste digital? Alors, on l'a choisi parce qu'il a une forme de création très pop, très contemporaine, qu'on voulait relier à nos 50 ans qui représentent plus une idée du passé, du patrimoine, etc. Et il a réussi à relier en utilisant des masques du Musée des Civilisations et en marianisant un petit peu tout ça. Il a réussi à faire se rencontrer les cultures ivoiriennes et françaises, et on a beaucoup aimé ce travail qui est très moderne, très contemporain. Vous aviez en début de journal l'ouverture sur un sujet d'importance qui est le retour des tambours des ébriers ici en Côte d'Ivoire. Et donc pareil, je pense que ce retour doit se relier à quelque chose de très contemporain. Et quand on parle de jeunesse, cette jeunesse doit s'approprier aussi ce retour du tambour, ce patrimoine, et en faire un sujet particulièrement contemporain. C'est ce que fait cet artiste avec les visuels de notre cinquantenaire. Alors l'Institut français, c'est pas que la scène et les arts du spectacle, mais c'est surtout la littérature. Alors qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Alors, comme le disait votre reportage, il y a aussi une reprise de nos cafés littéraires qui se passe tous les mercredis dans la bibliothèque de l'Institut. J'en profite pour redire que cette bibliothèque, vraiment, il faut que la jeunesse s'en empare et vienne la fréquenter, emprunter des livres, des BD, le tome 7 de Laïa de Yopougon. Il y a un abonnement avant d'emprunter. Il y a un abonnement, mais vraiment dans un prix absolument modique. Je ne voudrais vraiment pas que le public pense que l'Institut est fermé, et leur est fermé parce que inaccessible pour des raisons financières. Non, c'est vraiment ouvert à tous, à toutes les porte-monnaies, et vraiment chacun peut y trouver son compte, quel que soit l'étendue de son portefeuille. Alors, vous avez cité tout à l'heure les artistes qui vont passer sur la scène de l'Institut français. Vous avez parlé des artistes en Côte d'Ivoire, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Je pense par exemple à cette voix qui nous vient du Burkina Faso, Kandi Guira, oui, le Kandi 8 décembre. C'est une formidable voix de la pop. Une date que j'attends particulièrement. Burkinabé, vraiment. Alors là, venez nombreux, c'est une très très belle découverte. Alors c'est aussi une des missions de l'Institut français de proposer des artistes pas seulement ivoiriens, mais aussi d'Afrique de l'Ouest.
Donc on est vraiment ravis de la recevoir. Et après, on a aussi des stars montantes de la scène française, parce qu'on aura Paul Mirabel qui vient par exemple le 22 octobre, qui est un humoriste qui a le vent en poupe. On parlait d'humour tout à l'heure. Je trouve ça bien que des humoristes ivoiriens puissent rencontrer cet humoriste français qui est en train de grimper formidablement en France. Alors ce sera la dernière question. C'est un espace aussi de promotion de la langue française. Et cette année, vous voulez mettre un accent sur le nouchi, ce parler particulier ivoirien. Mais pourquoi ? Alors parce que notre public, c'est pas seulement le public ivoirien, il y a aussi des étrangers qui vivent ici à Abidjan, et c'est toujours bien, pour mieux intégrer le pays qui vous accueille, d'en connaître une des langues en tout cas. Et on a proposé ce cours de nouchi. J'espère qu'il va connaître un beau succès. Connaître une langue, c'est aussi mieux appréhender la culture de ce pays. Donc voilà, nos cultures ont de l'avenir, mais ça passe aussi par la langue et par le plurilinguisme. D'accord. Merci Jean Mathieu, nouveau directeur délégué de l'Institut français. Merci de votre accueil. Je vous souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Allez, merci d'être passé sur la page culture, et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h ce soir. Le sage nous apprend que l'on façonne l'argile pendant qu'il est encore humide. Nous le voulons, on se retrouve demain.